Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар, Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптя посорбати довбані щі, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар, Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар, Байрактар. Їх доводи, всяке озброєння, різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Bonjour, je regrette que Jean ne soit pas là, parce qu'en fait, moi je ne fais pas un compte-rendu de la délégation en Ukraine. J'essaye plutôt de faire une analyse de cette guerre, du point de vue de ce qu'on défend dans la Fondation France Fanon. Donc, ça se complétait assez bien avec l'intervention de Jean, mais voilà, je pense que vous pourrez... Il a fait un compte-rendu par écrit très très précis. Je pense que les organisateurs de la réunion pourront peut-être le faire circuler, ou peut-être circule-t-il déjà. Donc, et comme c'est une réflexion un peu politique, je l'ai écrite parce que j'ai un esprit qui va très vite quand je parle, et donc parfois je saute d'une idée à une autre. Donc pour éviter ce genre d'imprévu, j'ai préféré me centrer sur une présentation écrite. Donc l'agression illicite contre l'Ukraine n'est ni plus ni moins qu'un acte colonial dans un contexte où sont légitimés la domination et le déchaînement de la violence des plus puissants. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la société internationale et les relations internationales étaient de facto façonnées par des rapports de force plus ou moins équilibrés entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Dès lors, le droit international, surtout dans la période où le poids des nouveaux États indépendants commençait à peser dans la balance des relations internationales, donc ce droit international jouissait alors d'une nature hétérogène et relativement pluraliste. À partir de 1989, cet équilibre précaire a été rompu. Le droit international, remis en cause par l'offensive idéologique du capitalisme fondée sur le racisme structurel, avec le soutien indéfectible de son système financier, a connu donc une dégradation généralisée, imposée principalement par les États-Unis, qui sont ainsi devenus l'acteur étatique principal des relations internationales en raison de leur supériorité technologique et militaire, et cela sans aucun contrepoids stratégique. Cette supériorité s'exprime par leur refus obstiné à encadrer leurs actions impériales dans la légalité internationale, dans ce qu'ils supposent être la légalité internationale. L'ordre colonial, puisqu'il s'agit d'un ordre colonial, a été le plus violent en facilitant l'érosion du système de sécurité collective, notamment par les tentatives d'abolition de l'interdiction générale du recours à la force consacrée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Entre autres, on a vu ça avec l'opération militaire Renard du désert contre l'Irak, sans autorisation du Conseil de sécurité, l'agression contre l'Afghanistan et la mise en place d'un gouvernement satellite, l'agression de l'OTAN au Kosovo sans base légale et sans mandat des Nations Unies, guerre d'agression contre l'Irak, contre la Libye, et de nouveau avec l'Irak, l'installation d'un gouvernement satellite, et sans oublier bien sûr la guerre d'agression contre le Liban. Toutes ces initiatives ont visé à la restructuration des relations internationales contemporaines par l'exercice de la violence afin de laisser le champ libre à la mondialisation du monde.
Dans le contexte de l'agression subie par le peuple ukrainien, la vision politico-idéologique manichéiste du monde fait son retour en force. Elle est complétée et véhiculée sur le plan des relations économiques internationales par l'imposition d'un modèle social fondé sur les lois du marché, dont le fer de lance est constitué par l'action des institutions multilatérales de nature financière et commerciale, en tant qu'élément faisant partie de la contre-révolution libérale. Au-delà de cette guerre contre l'Ukraine, ayant pour objectif avoué de réintégrer cet État dans le giron russe, Poutine ne cherche-t-il pas à agir pour imposer à marche forcée un autre ordre mondial? Mais ne nous y trompons pas, l'ordre défendu par Poutine est celui de la loi et de l'ordre, porté par nombre de chefs d'États occidentaux, et Poutine, en justifiant son intervention armée, marque son appétit impérialiste. L'agression illicite en Ukraine est bien une guerre coloniale. Il fallait entendre, pour le comprendre, les propos tenus par Poutine dès le 26 février. Dans un discours totalement déconnecté de la réalité, il nie à l'État ukrainien le droit d'exister tout en menant une tentative de déshumanisation des Ukrainiens. Poutine cherche-t-il sérieusement à faire croire que l'Ukraine n'existe qu'au sein de la Russie ou de ce qu'était avant l'URSS? Cette manière de réécrire l'histoire ne lui est pas spécifique. Combien de dirigeants mentent effrontément pour justifier leurs actes illicites? On n'a qu'à se rappeler, puisque la Russie est en cause, on n'a qu'à se rappeler de la guerre en Tchétchénie, entre autres. Et bien d'autres. L'exemple le plus indigne est celui de l'État d'Israël, qui n'a de cesse de nier la Nakba, d'étendre la colonisation permanente sur les terres palestiniennes et de pratiquer une politique d'apartheid. Face à ces crimes de guerre et au sociocide du peuple et de la culture palestinienne, la communauté internationale a fini par se plier au storytelling israélien, ayant trop peur d'être assimilée aux antisémites patentés ou aux terroristes, luttant aux côtés du peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination, à son droit au retour et à une souveraineté pleine et entière avec la fin de la colonisation de ses terres et de sa vie. Poutine part en guerre contre la nazification des territoires ukrainiens, et ce terme n'est pas neutre, et contre un supposé génocide. Les Ukrainiens sont devenus des terroristes pour le président russe, comme le sont devenus les Afghans, les Irakiens pour les États-Unis. Jusque à quand resteront-ils des combattants face à l'occupation illégale de leur territoire? Lorsqu'il s'agit de défendre leur monde, les États se plaçant du côté de l'axe du bien usent de recettes inépuisables et surprenantes. De ce point de vue, Poutine utilise le même système de pensée. On peut beaucoup lui reprocher, mais il a bien appris la leçon de ses ennemis d'hier et de ses faux amis d'aujourd'hui. Cette guerre illicite a des particularités qui lui sont propres et qui expliquent l'unanimité avec laquelle le monde occidental a réagi dès les premières bombes. Nombre de peuples soumis à une guerre meurtrière d'occupation, de civilisation et de colonisation ne peuvent bénéficier de ces particularités. Cette guerre se passe entre blancs, à la frontière de l'Europe, pour ne pas dire en Europe même, partageant en partie une histoire commune. À ce titre, elle devient pour l'Europe et le monde occidental une menace dont Poutine ne se prive pas d'user. L'Europe se trouve confrontée aux mêmes crimes qu'il avait horrifiés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où le réveil avait été dur pour les peuples impliqués dans cette guerre d'extermination. Ce que le monde occidental ne pouvait alors regarder, je cite, « ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, c'est le crime contre l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Poulis de l'Inde et les Nègres d'Afrique. » Fin de citation, ainsi que le souligne Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme. Aimé Césaire étant un homme politique et poète martiniquais, écrivain martiniquais exactement.
Pourquoi un tel degré de sélection dans l'assistance aux peuples en danger? Et pourquoi convoquer les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies et du Just Cogans lorsqu'il s'agit de l'Ukraine et prétendre que ce n'est pas pareil quand il s'agit d'autres peuples? Ce double standard a été aussi mis en place à propos des étudiants du continent africain, mais aussi indiens, qui se sont vus attribuer des traitements racistes alors qu'ils fuyaient la guerre. Leur sortie du territoire ukrainien et leur accueil dans les pays européens n'en ont pas moins été racistes. Parfois empêchés de prendre les transports publics en Ukraine, ils se sont vus refuser la protection temporaire à leur arrivée en Pologne ou dans d'autres pays, alors que cette protection temporaire, il faut le rappeler, est un mécanisme établi par l'Union européenne depuis 2001 et qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été appliqué, et surtout pas pour les Ukrainiens, les Afghans ou les Syriens. Dès lors, l'agression militaire contre l'Ukraine est-elle une guerre coloniale? Est-ce suffisant de réduire la terre coloniale à une expansion territoriale? Il faut s'intéresser à la façon dont sont traités les corps, les peuples et leurs aspirations à l'autodétermination et à la souveraineté politique et territoriale. Dès lors, cela autorise à affirmer qu'il s'agit d'une guerre coloniale dans la mesure où, face aux aspirations émancipatrices et à la dignité des corps, se dresse la même idéologie de la domination raciste et de la subordination qui réagit en harcelant, tuant, torturant, racisant, exploitant. La colonialité du pouvoir, revendiquée par les défenseurs de l'ordre économique actuel, est la même partout. Elle se traduit par une colonialité sur les êtres et les maintient dans une zone de non-droit et de non-existence sociale et politique, et par une colonialité de la connaissance, les autorisant à interpréter les événements selon une grille de lecture s'enracinant dans la modernité eurocentrée. Cette guerre a des conséquences pour les peuples européens, on les voit déjà, mais elle a surtout des conséquences sur le continent africain, qui peuvent surprendre si l'on pense le monde en termes non globalisés. Tout le monde s'accorde à considérer que le continent africain va être affamé par cette guerre. Mais qui a organisé cette famine annoncée? N'est-ce pas le FMI, la Banque mondiale, avec l'aide de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne de développement, qui ont imposé des conditionnalités coloniales à l'ensemble des États africains? Les différents présidents africains n'ont jamais été en reste pour défendre ces programmes d'ajustement structurel et autres pillages des ressources naturelles de l'Afrique. Une guerre d'expansion coloniale dont les soubresauts résonnent en Afrique. Les États africains, en se gardant de voter en faveur de la déclaration contre la guerre d'agression, pensaient-ils sérieusement que l'inversion du rapport de force que tente d'imposer Poutine leur serait favorable? C'est oublier bien vite les visées impériales de Poutine et de ses alliés, qui sont déjà assez présents sur le continent africain. L'Afrique, plus que jamais, a besoin, à l'occasion de cette guerre, de repenser son unité continentale, aussi bien sur les plans politiques, économiques et financiers, indépendamment de ses anciens ou de ses nouveaux colonisateurs, et de peser pour des relations internationales autrement qu'elle n'a pesé à l'intérieur du groupe de ce qu'on appelle le groupe des non-alignés, c'est-à-dire le groupe des 77 au niveau des Nations Unies. Dans ce contexte, l'Ukraine peut-elle sérieusement compter sur la communauté internationale, alors que les Nations Unies sont compromises avec l'impérialisme hégémonique nord-américain et le soutien de ses affidés qui imposent un ordre mondial de mort et de misère, à la demande à peine déguisée du système financier capitaliste, au point que ces mêmes Nations Unies ont renoncé, dès le lendemain de leur création, à défendre la dignité des damnés et à combattre aussi bien le racisme structurel que le capitalisme, et surtout à défendre l'autodétermination des peuples et leur souveraineté. Face à cette agression russe et à une énième incapacité de l'ONU à éviter un tel acte illicite au regard du droit international, les peuples n'ont d'autre choix que d'imposer par un rapport de force coordonné un changement substantiel dans le fonctionnement des relations et des rapports sociaux internationaux, afin que la violence et la régence des marchés
ne joue plus un rôle de premier plan et que le droit international retrouve ses principes et ses normes. On pourrait penser à l'issue de ce que nous engage à faire cette guerre, et ce que nous dit cette guerre illicite en Ukraine, c'est qu'en fait on n'a pas tellement d'autre choix que de lancer un processus au sein de l'ONU de démocratisation politique et non pas de démocratisation à tout vent, débarrasser en tout cas du racisme structurel et de l'eurocentrisme fonctionnant comme une pensée unique, indépassable, non seulement au sein de l'Assemblée générale, mais au sein aussi de tous les organes, tous les organes institutionnels. Et ensuite, il est quand même face à ça, il est temps de penser pour les peuples, qui sont un sujet de droit international reconnu par la Charte, que ces peuples exercent leur rôle qui leur est dû. Et cette guerre, justement, illicite, engage à repenser un nouvel ordre mondial décolonial. Je vous remercie.